le titre que j'ai proposé reflète un peu l'embarras un peu que j'étais, bien que Patrick m'avait donné toute l'information. Voilà, un peu volumineuse quand même, etc., malgré toutes les synthèses que tu m'avais données, etc. Et en fait, je ne savais pas trop quoi aborder, parce que c'est un sujet très très vaste. Et du coup, j'ai ciblé. Alors, j'ai ciblé volontairement sur surpoids, obésité, surnutrition dans l'Union européenne, parce que je pense que c'est un enjeu majeur. Et le deuxième, de formation, je suis économiste et économiste public. Donc je travaille beaucoup sur les politiques, et en particulier les politiques agricoles au niveau européen ou international. Et donc par rapport à ce qu'a dit Patrick sur les directrices, je ne sais même pas qu'on disait ça en français, mais voilà, moi je crois aux taxes et aux subventions, que les choses soient claires, puisque c'est en fait ce que font les économistes publics. Et donc je vais un peu aborder ces points-là. Et donc je me suis associé avec 3 collègues de l'INRA, Cécile, Vincent et Louis-Georges, avec lequel on travaille dans le cadre d'une mission en fait qui est sur le futur de la politique agricole commune. Et on a beaucoup de discussions évidemment avec Frédéric et ses collègues du ministère. Alors, comme j'ai beaucoup de PowerPoint, je vais passer voilà, sur la première, comme ça. Voilà, mais comme ça vous l'aurez. Je vais aborder 3 points. La question de la surnutrition dans l'Union européenne, les données, les coûts et les politiques aujourd'hui mises en œuvre, pour voir un peu l'efficacité ou la non-efficacité de celle-ci. Ensuite, j'aborderai une question. Est-ce qu'il y a une responsabilité en fait des politiques agricoles, et en particulier de la politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre, ou jusqu'à aujourd'hui mise en œuvre, dans cette question de surnutrition, surpoids et obésité? Et la deuxième question, ou le troisième point donc, de l'intervention, c'est que du coup, est-ce qu'il y a une justification ou une certaine légitimité à augmenter en fait dans la politique agricole commune son ambition et ses objectifs par la prise en compte en fait d'instruments visant à lutter contre la surnutrition, ce que d'aucuns appellent de passer en fait d'une politique agricole commune à une politique agricole et alimentaire ou nutritionnelle commune. Et j'aborderai donc cette question-là dans un troisième temps. Alors sur le premier point, je suppose que... Alors moi j'étais pas là l'année dernière, voilà. Donc, mais je suppose que vous connaissez mieux que moi et je vais juste vous donner un peu quelques faits, quelques points en fait que nous retenons quand on analyse ensuite les politiques mises en œuvre. Donc enfin vous connaissez comme moi en fait la question en fait du surpoids et de l'obésité. J'ai juste mis un chiffre au niveau de l'Union européenne d'après les données de l'Eurostat. En fait, il y a plus de personnes dans l'Union européenne adultes âgées de plus de 18 ans en situation de surpoids et d'obèse que de personnes en situation de poids normal. Et du coup, la justification de s'attaquer dans cette présentation plutôt en fait sur la question du surpoids et obèse est légitimée aussi par le fait de faible pourcentage de situations en insuffisance pondérale, donc 2,3% selon ce chiffre, et d'ailleurs qui est confirmé par exemple quand on prend les rapports de l'FAO sur la situation de la malnutrition en Europe et dans les pays d'Asie centrale. Ce qui ne veut pas dire, et je préfère dire tout de suite, qu'il n'y a pas évidemment légitimité à s'intéresser à cette question-là, étant donné les différences que l'on peut observer en situation de suffisance pondérale entre pays, entre CSP, etc. Donc il y a aussi des choses à voir de ce côté-là, mais je n'aborderai pas ce point-là. Donc le deuxième point, c'est en termes de surpoids et d'obésité, retenez à peu près que ça fait plus de 50%. Il y a de fortes disparités en fait selon les États membres. Et là, j'ai pris la situation de l'obésité, donc qui est de 10% en Roumanie et qui est de plus de 20% au Royaume-Uni ou en Irlande. Voilà. Il y a des inégalités sociales. En gros, plus vous montez en termes de revenus, moins en fait vous avez de surpoids ou d'obésité. Et il y a aussi des inégalités en termes d'âge et tranches d'âge, avec une augmentation en fait le long du cycle de vie, sauf pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Et le dernier point que je voulais retenir, c'est que dans toutes les modélisations que l'on observe, dans tous les scénarios business as usual, si on continue selon les tendances passées, ça ne fera qu'augmenter avec des niveaux qui vont devenir très très importants en fait dans plusieurs pays européens, l'Irlande, Malte, le Royaume-Uni, voilà. Mais même en France et même en fait dans des pays considérés aujourd'hui par exemple par la FAO quand on lit les rapports comme n'ayant pas en fait de problème soit de sous-nutrition soit de surnutrition.
Alors, deuxième point, ça les données, je pense que vous les connaissez mieux que moi en fait, voilà. Je voulais parler en fait du coût que ça représente, puisque c'est en fait un point important par rapport à l'argumentaire que je vais essayer de développer tout à l'heure. Donc j'ai pris toutes les illustrations sur la France, mais on peut les faire sur les autres pays de la même manière. Et donc ce tableau-là, qui est en fait un travail fait par la direction du Trésor en 2016, vous montre en fait le coût total, le coût social comme on appelle, du surpoids et de l'obésité, décomposé en obésité et surpoids, de l'alcool et du tabac. Alors, vous voyez que par exemple, si vous prenez le coût social du surpoids et de l'obésité, par an, c'est 20 milliards, 4 exactement, 20 milliards, on est 20 milliards. Alors, se décomposant à peu près pour moitié-moitié, avec des coûts externes, donc des pertes de production, parce que vous produisez, enfin, il y a, disons, une activité qui est moindre, et aussi, évidemment, des coûts pour les finances publiques liés aux soins pris en charge, et vous décomptez, là, évidemment, des choses, par exemple, par rapport aux économies de pension de retraite que vous faites, et des choses comme ça. Et c'est à comparer, en fait, à l'alcool et au tabac. Et donc, vous voyez, en fait, que les coûts sociaux du surpoids et de l'obésité sont inférieurs au tabac, mais pas tant que ça, voilà, de à peu près 6 milliards, et sont supérieurs, en fait, à l'alcool. Et du coup, le point que l'on peut regarder par rapport à ce tableau-là, c'est de regarder les recettes de taxation des trois phénomènes. Et vous voyez évidemment que le tabac est très fortement taxé, l'alcool l'est, mais pas tant que ça, mine de rien, et en fait, les questions de surpoids et d'obésité le sont presque pas. Et donc ça posera des questions quand on va analyser ensuite l'efficacité des politiques publiques. Alors, troisième point, sur comment aujourd'hui on agit en fait en termes de correction quand on essaie d'agir au niveau européen sur les politiques correctrices. Alors, premier point à dire, c'est essentiellement des politiques au niveau des États membres et très peu au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Et donc, du coup, ça rejoindra ma question que j'aborderai tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a légitimité à faire ça au niveau européen par rapport à ce que font aujourd'hui les États membres? Donc, ce qu'on a fait avec mes collègues, on a mis en fait l'ensemble des politiques dans une matrice, alors à 2 colonnes et 2 lignes, comme ça, là, on s'en sort encore, nous, voilà, portant en fait des actions qui portent soit sur le consommateur, soit sur l'environnement alimentaire, dont a parlé Patrick beaucoup, soit, et du coup en colonne, des actions qui portent sur l'ensemble de la population et ou des catégories à risque. Et après, on a mis des exemples, et je vais essayer de vous donner un peu une synthèse de ce que font les principales politiques selon cette matrice, en commençant donc par les campagnes d'information. Alors, je vais évidemment aller à la hache, et puis je vais aller aux résultats essentiels. Je vous ai donné quelques références. Les campagnes d'information, c'est l'instrument dans les différents États membres qui a été longtemps privilégié. Il y a un impact positif, mais il est d'ampleur limitée. J'aurais pu mettre très limité, en fait. Le deuxième instrument utilisé, c'est l'étiquetage nutritionnel. C'est d'application plus récente. L'impact est positif, mais il est également d'ampleur limitée, du moins tel que c'est aujourd'hui mis en œuvre. Hein, voilà. Même si, en fait, il y a des actions plus importantes sur certaines catégories, qui sont par exemple les personnes éduquées, ce qui n'est pas forcément la première cible que l'on veut, puisque eux ont fait des comportements plus sains, entre guillemets, étant donné leur niveau d'éducation, de richesse, etc. Mais ça a aussi des impacts positifs, par exemple, plus forts sur les personnes souffrant d'allergies. Et pourquoi, en fait, l'impact, il est d'ampleur limitée? C'est parce que sur l'étiquetage, en général, on ne tient pas suffisamment compte de ce qu'on appelle la réaction de l'offre alimentaire. Donc comment réagit l'offre, pour faire très simplement, à la fois en matière de prix et en matière de qualité de produit. Et là, je vous ai donné un exemple. Donc les offreurs en fait, alimentaires, hein, tout le long de la chaîne, quel que soit l'offreur, vont réagir à l'étiquetage et au comportement des consommateurs dû à l'étiquetage, possiblement pour réduire les coûts, évidemment, mais aussi, il y a une possibilité, et on peut observer, montrer des cas de dégradation de la qualité nutritionnelle, à la fois parce qu'on cherche à réduire les coûts, mais aussi parce que pour certains consommateurs, il y a un lien négatif entre la qualité nutritionnelle et le goût. En tout cas, c'est ce que montrent certains travaux. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que dans les politiques telles que l'étiquetage nutritionnel qui joue sur la demande et le comportement des consommateurs, il faut évidemment tenir compte de comment va réagir l'offre, de telle façon qu'on n'essaie pas d'échapper à l'excès, à la contrainte ou à ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, même tableau.
Troisième type d'instrument, de façon très générale, donc c'est les taxes nutritionnelles, beaucoup mises en œuvre sur les boissons sucrées, dans beaucoup de pays du monde, etc., en tout cas pays dits développés ou pays de l'OCDE, avec une réactivité, en fait, comprise en élasticité prix, quoi, entre moins 0,5 et moins 1. Ce qui est assez fort, en fait, si vous comparez, par exemple, à des réactivités des comportements à l'offre agricole où les élasticités prix, c'est-à-dire comment vont réagir les producteurs, sont plus faibles. Et à nouveau, alors, pourquoi, en fait, il y a des pertes en ligne, si j'ose dire? C'est parce qu'à nouveau, il y a une réaction de l'offre et il y a une modification des caractéristiques des produits, à la fois des produits taxés et des produits non taxés. Et dans ce cadre-là, il y a deux enseignements que l'on retient. Si on veut plutôt cibler les produits finaux, ce qui est le cas, il vaut mieux faire des taxes d'accise plutôt que des taxes ad valorem. Voilà. Et évidemment, il faut designer, en français, construire, je ne sais pas comment dire, définir, voilà, les taxes, de façon que vous incitez les firmes à réduire les teneurs en nutriments dommageables, si tant est que vous puissiez définir ceci clairement. Et du coup, quand on analyse en fait les taxes nutritionnelles, celle qui marche le mieux, c'est celle qui applique en fait ces principes généraux d'économie publique. Troisième catégorie de mesures, les mesures de régulation de la qualité de l'offre. Et ça, en fait, vous voyez que dans le temps, puisque c'est d'application plus récente, ben, les États, les gouvernements, etc., ont évidemment essayé de prendre en compte la réactivité de l'offre. Donc c'est plus récent. Alors là, il y a une palette immense, en fait, de possibilités, de l'interdiction pure et simple de certains ingrédients, des démarches volontaires des entreprises, des partenariats publics-privés. Donc les mesures sont plus ou moins contraignantes, ce qui fait que c'est assez difficile d'avoir une analyse synthétique. Ce qui marche plutôt bien, c'est quand vous avez en fait des mesures où vous réduisez, voire interdisez les teneurs en nutriments dommageables et vous augmentez ceux en micronutriments et fibres. Et donc, là, les modélisateurs trouvent des effets potentiellement forts sur les achats en fait des consommateurs finaux. Alors donc c'est ce que je veux dire en mettant d'après les modèles, mais en pratique, quand on observe ce qui se passe et qu'on observe ex post en fait des expériences réelles dans certains pays, il y a des écarts potentiellement très forts entre la théorie et la pratique. D'une part parce qu'il y a des contraintes technologiques, d'autre part parce que l'offre s'adapte en développant de nouveaux produits qui permettent de s'échapper à la taxe, et enfin parce que vous avez des préférences sensorielles des consommateurs. Alors donc si je résume en quelques points, au jour d'aujourd'hui, tel que les États membres de l'Union européenne A28 appliquent, il y a une modestie des impacts des politiques nutritionnelles, même si les effets sont plus importants dès qu'ils sont mesurés en impact de santé. Les mesures sont sans doute, en tout cas c'est ce que nous on conclut en tant qu'économiste publique, insuffisamment contraignantes ou incitatives, comme vous voulez, voilà, pour changer les comportements et aussi pour changer les valeurs, c'est-à-dire ce que les consommateurs ont avant les comportements, si j'ose dire, mais aussi parce que vous avez des réactions de la demande. La demande est très rigide et l'offre, comme je vous ai dit, s'adapte en fait aux réglementations. Donc en fait, il faut prendre en compte tout ça, et c'est sans doute la vision systémique, enfin c'est même certainement la vision systémique dont parlait Patrick tout à l'heure. Alors, il y a une complémentarité des mesures applicables à l'ensemble de la population, car même si les effets sont modestes, ça s'applique à tout le monde, et des mesures ciblées sur certaines catégories, où les effets sont proportionnellement plus forts, mais sur une population évidemment plus faible, puisqu'on s'intéresse qu'à certaines catégories. Et du coup, ça m'amène au point qu'au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement des actions sur la demande. On a pris de façon insuffisante les réactions de l'offre, et en particulier, on a commencé à prendre en compte la question de l'offre au stade de la transformation ou de la distribution. Et donc maintenant, je vais me poser la question de la réactivité de l'offre agricole, et en particulier des politiques agricoles là-dedans. Donc c'était le deuxième point de la présentation. C'est bon 5 Oui, c'est bon. Du coup, je fais ça. Voilà. Voilà. Alors, je passe sur la sous-nutrition. Ça, vous savez mieux que moi. Voilà. Et en fait, quand on analyse d'un point de vue de l'économie publique, dans le cours du temps, il y a eu baisse du prix de la calorie dans l'absolu, mais plus encore relativement au coût de la dépense physique qui, elle, est à la hausse. Donc ce que l'économiste va regarder, c'est comment vous essayez de corriger cela. Et donc, est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques agricoles qui auraient conduit en fait à augmenter le prix de la calorie
ou à modifier la hiérarchie des prix relatifs de telle façon qu'on favorise les aliments dits non sains, si tant est qu'on puisse les définir, versus les aliments plus sains. Alors, en passant, c'est une remarque que font certains du moins économistes agricoles européens. Si vous analysez les réformes successives de la PAC depuis 1992, en gros, on a cherché à aligner les prix intérieurs à la production sur les cours mondiaux pour les céréales, le sucre, les viandes rouges, les produits laitiers. Ce qui fait dire à certains que c'est non conforme aux recommandations nutritionnelles par rapport, par exemple, au prix des fruits et légumes, qui de toute façon, eux, étaient très très peu soutenus. Voilà. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les travaux de recherche sur cette question-là montrent en fait qu'il y a une responsabilité des politiques agricoles sur la question? Il y a quelques travaux en Europe, dans l'Union européenne, il y en a beaucoup aux États-Unis sur la question. Voilà. Et la conclusion, c'est que les effets sont nuls, très faibles, voire en sens inverse. Voilà. Alors pourquoi? Je vais vous l'illustrer sur la diapositive suivante, en prenant ce que fait en fait l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, je vais l'appeler l'Observatoire pour simplifier, et en décomposant l'euro alimentaire, la part en fait, la raison principale, c'est la faible part de la production agricole dans en fait le coût du produit final, puisqu'ici pour 100 € de dépenses alimentaires, toutes dépenses alimentaires confondues, vous avez 14,6 qui va en fait à la production agricole. Alors évidemment, c'est variable selon les produits, enfin, on pourra discuter après si vous le souhaitez. Et d'autre part, si vous prenez la décomposition dans le temps en fait de cet euro alimentaire, non seulement la part est faible, mais la part décroît. Donc l'effet, il est de moins en moins fort. Ce qui fait que la conclusion, c'est que du coup, l'effet est très faible parce que la faible part en fait du coût de la matière première agricole dans le produit final, d'autant plus qu'il est transformé. Et du coup, la responsabilité des politiques agricoles est très très faible dans en fait ce point-là. Des politiques agricoles stricto sensu, hein, je parle. Okay. Alors, tout en soulignant ici le rôle positif qu'ont des incitations du pilier 2 de la PAC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la PAC, il y a deux piliers, je fais très vite, alors là je caricature, il y a deux piliers, il y a 85% à peu près des aides qui sont données sous forme d'aide directe aux agriculteurs à l'hectare, et 15% à peu près qui sont donnés sous forme dit d'un deuxième pilier, cofinancé par les États et les régions, sur des cibles qui sont par exemple l'environnement, mais aussi sur soutien à l'agriculture biologique, signe officiel de qualité, circuit court. Donc du coup, ça concourt positivement en fait, en particulier via la diversité à la fois des circuits et des produits, mais grosso modo, retenez que c'est très faiblement doté, que les impacts ne sont pas automatiques et c'est difficile à évaluer. Dernier point, troisième question, du coup, est-ce qu'il y a une légitimité d'augmenter, d'avoir des politiques nutritionnelles à l'échelle européenne et en particulier de passer à une politique agricole et alimentaire ou nutritionnelle commune? Alors, la théorie, du moins c'est que moi j'utilise, du moins l'économie publique, voilà, dit il faut s'attaquer aux défaillances à la source. Si mon voisin, je veux le soutenir, je veux soutenir son revenu, le plus simple, c'est que je sorte les sous de ma poche et que je lui donne directement. Voilà, pour faire très très simple. Et du coup, ici, pour les aspects nutritionnels, ça justifie que l'on agisse sur la consommation et bien sur les comportements de demande et de consommation, en tenant compte de l'offre alimentaire, alors j'insiste, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi des difficultés que le consommateur a à connaître et gérer ses consommations de nutriments. On fait beaucoup comme s'il savait pertinemment tout ce qu'il consomme et toutes les conséquences, ce qui est archi faux. Voilà. Et donc, il y a à prendre en compte ça dans les modélisations. Comme je vous ai dit, les politiques sont essentiellement nationales. Du coup, alors, est-ce que c'est justifié? Et la réponse est oui, en fait. Alors ça c'est peut-être soumis à débat. Alors, la première, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'externalité spatiale. C'est ce que vous consommez, vous. Enfin, moi, je suis breton, donc en Bretagne, versus en Allemagne, en Roumanie. Alors, à l'exception des effets frontières, entre la France et l'Allemagne, la Belgique et la France, par exemple. Deuxième raison, c'est parce que nous sommes hétérogènes en matière de régime et de préférence. Donc, l'application d'une politique au niveau européen, de toute façon, devra être déclinée selon ses régimes et ses préférences. Et troisième argument, parce que dans l'état actuel de construction de l'Union européenne, le coût du surpoids et de l'obésité sont pris en charge
par les États membres. Donc ça laisse une place limitée à une évolution de la PAC vers une politique agricole et alimentaire commune. Sauf sur les points suivants. Il faut que j'accélère, voilà. Hop, ouais, j'accélère. Sauf sur René Colgras, je fais un peu comme Patrick, je mets beaucoup de texte, mais René Colgras, voilà. Un, sur le caractère universel des recommandations nutritionnelles, qui doivent être définies à l'échelle européenne, à défaut de pouvoir l'être aujourd'hui au niveau du monde, quitte ensuite à les décliner au niveau des États membres en fonction des préférences et des régimes. Ça peut être mis en œuvre dans la PAC, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres politiques dans lesquelles vous pouvez le mettre au niveau européen. Et ensuite, il y a deux axes que l'on considère comme étant prioritaires d'action. C'est la consommation et la production de fruits et légumes pour avoir en même temps des bénéfices nutrition, santé et environnement. La même chose pour les légumineuses à graines et pour les fibres. Et je voudrais terminer par ça, parce qu'après, sinon, on va croire... Voilà, et je vais lire. Alors, même si les enseignements de la théorie économique, voilà, laissent in fine peu de place à une politique nutritionnelle commune à l'échelle européenne, à l'exception notable de l'étiquetage et d'actions ciblées sur les produits sains, légumes, fibres, etc., l'ampleur et le coût social du surpoids et de l'obésité justifient pleinement des politiques nutritionnelles fortes aux échelles nationales et régionales, et je conclurai par beaucoup plus fortes, sans doute, que ce qui est aujourd'hui mis en œuvre.